Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Romain Veff, je suis doctorant en paléontologie au sein de l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier et je vais vous présenter aujourd'hui, dans le cadre de la journée des doctorants, mes premiers résultats de thèse portant sur le déclin des artiodactyles endémiques d'Europe et plus précisément sur les Kénothéridés du Quercy. Donc les mammifères, groupes auxquels nous appartenons, sont aujourd'hui extrêmement diversifiés avec plus de 5500 espèces réparties partout à travers le globe, depuis les déserts les plus arides jusqu'aux régions les plus polaires. Donc la diversité des mammifères et leur répartition dans le monde tel que nous les connaissons aujourd'hui a été façonnée par l'évolution des conditions environnementales, climatiques et géographiques de notre planète. Ces changements, parfois relativement brutaux, sont responsables de bouleversements phoniques majeurs au sein des mammifères qui peuvent être documentés par le registre fossile. Donc un des bouleversements phoniques importants qui ont impacté l'histoire évolutive des mammifères se produit autour de la transition Éocène-Oligocène, il y a 33,7 millions d'années. Donc cet événement nommé la Grande Coupure correspond à une phase de renouvellement phonique majeur en Europe. Il est lié à d'importants changements climatiques et tectoniques qui interviennent au cours de cette période. Donc on assiste en effet à un refroidissement global de la planète, comme vous pouvez le voir par ce graphique, avec une baisse importante des températures, à une baisse importante des niveaux marins et au début de la glaciation et de la mise en place de la calotte antarctique, avec notamment la mise en place du circumpolaire antarctique, un courant marin circulant tout autour du continent et permettant son refroidissement. Donc ces changements majeurs de conditions climatiques et géographiques vont ainsi avoir un impact sur l'ensemble de notre planète. Donc s'ils sont peu marqués en Amérique du Nord et en Asie, ils sont fortement ressentis par la faune de mammifères européenne qui avait évolué jusque-là en contexte d'insularité depuis des millions d'années, notamment grâce à la présence de mers épicontinentales et du détroit de Turgaï qui séparait l'Europe et l'Asie au cours de l'Éocène. On va donc assister en Europe à une baisse de diversité, comme vous pouvez le voir par ce graphique, et donc à une phase d'extinction importante des espèces de mammifères placentaires endémiques. Dans le même temps, la baisse des niveaux marins, avec l'assèchement du détroit de Turgaï et l'accélération de l'orogénèse alpine, va permettre la création de voies de passage et l'arrivée de nombreuses espèces migrantes venues d'Asie appartenant au groupe que l'on connaît aujourd'hui. Ces espèces modernes vont ainsi rentrer en compétition avec les espèces endémiques européennes qui s'éteignent pour la plupart au début de l'Oligocène. Il y a donc un renouvellement complet de la faune européenne au cours de la Grande Coupure, comme vous pouvez le voir par ce graphique. Alors en Europe, les artiodactyles sont parmi les groupes de mammifères qui connaissent de profondes modifications de leur contenu taxonomique entre la fin de l'Éocène et le début de l'Oligocène. Les artiodactyles sont des mammifères ongulés, c'est-à-dire à sabots, qui présentent un nombre pair de doigts, comme on le voit illustré ici sur la patte avant gauche d'un mouflon. Ce groupe est florissant aujourd'hui et occupe le troisième rang en termes de diversité des mammifères, derrière les rongeurs et les chauves-souris. Ils illustrent un bel exemple de succès évolutif et comprend à l'heure actuelle 5 grands groupes qui nous sont familiers: les camélidés, les ruminants, les suines, les hippopotames et de façon moins évidente, les cétacés. Regardons maintenant la répartition des grandes familles de part et d'autre de la Grande Coupure. Les formes endémiques européennes sont particulièrement nombreuses à l'Éocène et, comme je vous l'ai dit, disparaissent sans laisser de descendants au début de l'Oligocène. Au même moment, des migrants venus d'Asie se retrouvent en Europe et s'y diversifient. Si la faune d'Astrodactyle qui s'installe à l'Oligocène est une faune moderne qui occupe des niches écologiques proches de celles des représentants que nous connaissons, les Astrodactyles qui ont évolué dans le contexte de l'Europe insulaire n'ont pour certains aucun équivalent actuel. C'est le cas de la famille des Anoplotheridae, qui comportait des représentants arboricoles ou des formes géantes bipèdes, du groupe des Chiropotamidae, qui comportait des membres adaptés à un mode de vie semi-aquatique, ou d'autres groupes de petite taille, proches de celles d'un lapin, qui présentent des régimes alimentaires variés, comme les Dicobulidae ou les Kénothéridés, dont nous allons vous parler dans quelques instants. Les artiodactyles endémiques d'Europe constituent ainsi un groupe de choix pour étudier de près le déroulement d'une extinction et les facteurs qui lui sont associés. Ma thèse, intégrée au sein du projet TEDENDER, acronyme de déclin des artiodactyles endémiques d'Europe, et financée par l'Agence nationale de la recherche, propose, à partir des gisements fossilifères exceptionnels du Quercy, de répondre aux questions suivantes. Tout d'abord, quel est le tempo de l'extinction? Est-ce que cette dernière est-elle fortement corrélée à la grande coupure? Quelle est l'influence des facteurs abiotiques comme la température ou biotiques comme la compétition sur la dynamique de diversité du groupe? Et enfin, quelles sont les caractéristiques des espèces qui s'éteignent versus celles qui survivent?
Les gisements fossilifères des phosphorites du Quercy sont uniques au monde pour étudier les changements phoniques autour de la transition Éocène-Oligocène. Répartis sur 4 départements, plus de 180 gisements nous donnent un accès sans équivalent à la dynamique de diversité des faunes de mammifères de part et d'autre de la Grande Coupure. Si les premiers spécimens collectés, hors contexte stratigraphique connu, datent de la fin du 19e siècle et de l'extraction minière du phosphate dans le Quercy, les fouilles paléontologiques menées dans le Quercy depuis plus de 50 ans en collaboration avec divers laboratoires français, à Éterdy, à Garouillas ou encore à Salem, ont permis l'élaboration d'une collection sans précédent comportant plus d'une centaine de milliers de spécimens. Cette collection est en très grande partie déposée pour étude à l'Université des sciences de Montpellier et comporte de très nombreux restes d'arsodactyles qui constituent le fondement de mon sujet de thèse. Les campagnes de terrain qui combinent prospection et exploitation des sites déjà référencés se poursuivent chaque année et permettent la découverte de nouveaux matériels et de nouveaux gisements, et notamment le gisement de Dams. Donc le gisement de Dams a été découvert en 2016 lors de prospection dans la commune de Quélus, dans le Tarn-et-Garonne, et il a la particularité de présenter dans différents remplissages une quantité exceptionnelle de fossiles. Comme vous pouvez le voir, par ces photos, les ossements étant presque déjà en dehors de l'affleurement. Et dans ces fossiles, 95% appartenaient à une famille endémique européenne qui est celle des Kénothéridés. Donc on a pu notamment documenter pour une espèce de Kénothéridés l'ensemble de la denture lactéale est permanente, ce qui est extrêmement rare, reconstruire des individus complets et même documenter l'ensemble de la chaîne des osselets qui sont de très petits os présents dans l'oreille moyenne. De plus, la seconde caractéristique de ce gisement est la présence au sein de cette même localité de différents remplissages datés de part et d'autre de la Grande Coupure, avec Dame 1 et Dame 3, ce qui est extrêmement intéressant si on veut étudier la dynamique évolutive d'un groupe comme celui des Kénothéridés, et c'est sur quoi se sont portées nos études ces 2 dernières années. Alors, qui sont les Kénothéridés? Donc, les Kénothéridés, ce sont des petits ersodactyles connus de la fin de l'Éocène au milieu du Miocène en Europe occidentale. Ils se divisent en 2 sous-familles et se composent d'une vingtaine d'espèces, allant de la taille d'un petit lapin à une taille légèrement inférieure à celle d'un petit ruminant. Et ils se caractérisent par la présence sur leur molaire d'un schéma morphologique unique au sein des mammifères, nommé par Stéline le plan Kénotherium. Alors, ce qui est intéressant chez la famille des Kénothéridés, c'est que contrairement à la plupart des autres taxons endémiques européens, les Kénothéridés vont franchir sans encombre la frontière Éocène-Oligocène et même se diversifier pendant l'Oligocène. Cependant, leur histoire évolutive demeurait partiellement documentée et mal comprise, et leur relation phylogénétique au sein des artiodactyles était également très débattue. Et le nouveau matériel fossile découvert dans les fossories du Quercy, comme celui de Dams, nous ont permis de répondre à ces différentes interrogations. Donc les résultats obtenus à partir du gisement de Dams, c'est que nous avons pu montrer la présence d'une seule espèce de Kénothéridés dans le remplissage de Dame 1, soit avant la grande coupure, tandis que dans le remplissage de Dame 3, après la grande coupure, nous avons pu trouver 5 espèces de Kénothéridés. Donc nous avons pu ainsi en déduire qu'il y avait une phase de diversification des Kénothéridés et même de la sous-famille des Kénothérinés au cours de l'Oligocène inférieur. En second résultat, nous avons pu mettre en évidence quelques tendances évolutives chez les formes oligocènes de Kénothéridés, avec une tendance notamment vers une augmentation de la surface masticatrice, avec des molaires beaucoup plus quadrangulaires, ou à l'Éocène, celles-ci vont être plutôt triangulaires, et une tendance à la réduction des diastèmes et donc une diminution de cet espace entre les dents. On a pu également montrer qu'il y avait une tendance vers une augmentation de la robustesse des mandibules chez les formes oligocènes, et donc cet ensemble de tendances évolutives qu'on remarque après la grande coupure peuvent être justement liées aux changements environnementaux de la transition éocène-oligocène. On passe en effet d'un climat tropical subtropical au cours de l'Éocène à un climat plus tempéré et saisonnier au cours de l'Oligocène, et donc cela va demander une force de mastication beaucoup plus importante due à une végétation beaucoup plus abrasive. Si la localité de Dams nous permet de mettre en évidence la diversification post-grand coupure des kénothéridés et certaines tendances évolutives, le site de Palembert, situé également près de la commune de Quélus, a livré une nouvelle espèce de kénothéridés appartenant à un nouveau genre. Donc cette nouvelle espèce, qui devrait être nommée Palembertina desplasie en l'honneur de Claude Desplaces, présente une morphologie très particulière, et une analyse phylogénétique fondée principalement sur des caractères dentaires la situe en position très basale au sein du clade des kénothéridés et nous permet de suivre l'évolution des caractéristiques dentaires au sein de la famille.
Enfin, l'ensemble des occurrences fossiles des kénothériidés du Quercy nous permet d'appréhender la dynamique de diversité de cette famille avec un degré de précision exceptionnel. Vous avez ici en effet la courbe de diversification des kénothériidés du Quercy dans le temps, avec une phase de spéciation, donc d'apparition d'espèces importantes au début de l'Oligocène, suivie d'une phase de déclin progressif jusqu'à la fin de l'Oligocène. Donc nos résultats ont montré également que ces phases de diversification et de déclin n'auraient probablement pas été influencées par des facteurs environnementaux comme la température, mais plutôt par des facteurs biotiques. En effet, les kénothéridés auraient pu profiter de nombreuses niches écologiques, laissées vacantes par l'extinction massive des autres espèces endémiques à la transition Éocène-Oligocène, et l'arrivée et la diversification de nombreux compétiteurs asiatiques comme les ruminants pourraient être responsables de leur déclin. Donc cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier mes trois encadrants de thèse qui sont Maëva Orliac, Fabien Condamine et Guillaume Guinaud, tous les trois présents au sein de l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier, et je vous remercie de votre attention.